Bonjour. Justice sociale, donc deux thématiques qui ont été au cœur de nos banquets citoyens. On a pu également avoir une amorce de la question des inégalités sur la plénière de ce matin. Et pour ceux qui ont vécu l'immersion, ça a été également un sujet qui est revenu sur les post-it, que ce soit sur la colère ou la peur de l'aggravation des questions d'inégalité. Donc ça nous tenait particulièrement à cœur d'avoir une plénière qui soit dédiée à ces questions. Et donc pour nous accompagner, nous avons donc trois intervenants parmi nous. Catherine qui était avec nous ce matin et qui poursuit les échanges sur cette seconde plénière. Guillaume Bourg. Non, mais il n'est pas branché. Non, il n'est pas branché. Et je vais juste on va avoir une question que vous puissiez bien les voir. On va juste vous demander de déplacer de l'autre côté. Et je fais la logistique. Désolé, on retravaille la mise à jour de l'espace. Pas vous, comme n'importe. Vous êtes dans la lumière. Je disais, Catherine qu'on retrouve cet après-midi, une philosophe, Guillaume Bourg, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lyon, et Charlotte Debré, déléguée générale à la Fonda. Donc merci d'être parmi nous pour poursuivre ces échanges. Donc on va démarrer tout de suite avec vous, Catherine. Je vais me décaler après. J'ai conscience que je suis devant le chapeau. Donc cette fois-ci, pour parler d'un autre ouvrage de l'éthique que vous avez coordonné, qui s'appelle L'inégalité environnementale. Et donc, c'est un sujet assez complexe, effectivement, de parler. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur inégalité sociale et environnementale. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement des liens entre les inégalités sociales et les inégalités environnementales? Merci. Je demandais qu'on envoie la première diapo. Voilà. Donc, je repars de la question qui avait été posée à l'issue des deux interventions de ce matin, c'est la question sur les fins de mois, la fin du monde et la fin de mois. Et je reprends une citation et je repars de Bruno Latour que je citais aussi à la fin de la session de ce matin, et qui donc écrivait ça le 14 janvier 2019 dans la revue en ligne AOC, où il disait, à propos des Gilets jaunes, et donc fin du monde, fin du mois, c'est la première fois qu'il devient clair pour tout le monde qu'il y a un lien entre transition écologique et justice sociale. Alors, je trouve que c'est tout à fait l'introduction à cet après-midi. Le problème, c'est savoir quel lien. Hein, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi sur ce lien. De dire, ah ben on voit bien hein, le gouvernement qui se précipite pour annuler la taxe sur les carburants. Là, on voit bien hein, que ben, finalement, le social ne veut pas de l'environnemental. Je crois que Bruno Latour voulait dire précisément le contraire. Et c'est peut-être ça qu'on peut essayer de voir dans le diapositive. Donc, bon, pourquoi est-ce que Bruno Latour a besoin de réintroduire ça? Pourquoi ça ne va pas de soi qu'il y a un lien entre l'environnemental et le social? Je vais le dire très très rapidement. Et puis je voudrais insister, puisque ça va être bon, l'apport à la discussion, mon apport à la discussion de cet après-midi, sur c'est quoi les inégalités environnementales, de quoi on parle, qu'est-ce que ça coûte. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, en gros, hein, y a deux arguments qui traînent depuis longtemps, qui ne tiennent pas le coup et qui sont bien enracinés. Le premier, c'est l'environnement, c'est un souci de riche, parce que quand on a des soucis pauvres, on ne se soucie pas de l'environnement. Il y a plus ça, hein, l'enfant du monde et fin du mois. Hein, c'est quand on mange et on se loge qu'on peut avoir envie d'avoir un bel environnement. Le problème, c'est que l'environnement, c'est pas ça. Et la deuxième raison, et c'est aussi, c'est pas totalement faux, simplement on ne peut pas en faire un argument
pérenne, c'est l'idée, ben, l'environnement, c'est contre les pauvres. Hein, la taxe sur les carburants, sur qui elle frappe, ben, sur ceux qui sont obligés de se déplacer et qui n'ont pas d'argent pour acheter des essence. Donc, très rapidement, les deux, la diapo suivante, vous pouvez la passer, vous pouvez la passer. Bon, et donc aussi dans les arguments, alors la plus internationaux pour dire, mais il y a incompatibilité entre l'environnemental et le social. Hein, il y a l'idée que ben, si on maintient la forêt, ben, les pauvres n'ont pas à manger. C'est là aussi le contraire, mais l'argument est bien installé. Et l'idée qui a duré longtemps et qui a accompagné par exemple les premières COP, les premières conférences des partis au tout début des années 2000, où le développement durable, c'est que le Nord empêche le Sud de se développer. Et transcription interne de ce genre d'argument, eh bien, les politiques, si vous supprimez les fossiles, eh bien, vous supprimez les emplois qui vont avec les fossiles. Donc, voyons ce qu'il en est du fait, la suivante, ce qu'il en est du fait des inégalités environnementales et comment les inégalités environnementales remettent en cause ces idées reçues qui ressortent souvent et qui ne tiennent pas. Alors, l'idée générale des inégalités environnementales, c'est que bon, les dégradations environnementales, bon, par là, changement climatique, érosion de la biodiversité, puissance des ressources, pollution multiple, etc., et j'en passe, et les pires, nul n'y échappe, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres. Hein. Il y a bon, des îles dans le sud du Pacifique qui sont déjà recouvertes, pendant que nous, on a le pied au sel. Alors, l'exemple qui peut servir de référence pour voir ce qu'on veut dire en disant tout le monde en souffre, mais on en souffre de façon très inégale. C'est l'ouragan Katrina, hein, qui en 2005 a envahi la Nouvelle-Orléans. Donc personne à la Nouvelle-Orléans n'a échappé à l'ouragan, mais certains ont été frappés plus que d'autres. Et c'est qui ceux qui ont été frappés plus que d'autres? C'est premièrement ceux qui habitaient dans des quartiers inondables et donc, bon, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour habiter dans des quartiers meilleurs. Et puis, ceux aussi qui n'ont pas pu se déplacer, évacuer rapidement la ville quand elle a été envahie par les autres. Pourquoi? Il y avait un plan d'évacuation de la Nouvelle-Orléans prévu, mais c'était pour les gens autorisés. Et donc, ceux qui n'avaient pas de voiture, eh bien, quand ils ont pu grimper sur le toit de leur maison, c'était déjà bien, ça n'a pas toujours été le cas. Autrement dit, généralisant, puis on va voir la suite, ceux qui souffrent le plus des dégradations, alors bon, la cité, l'ouragan, mais on peut dire la pollution, c'est ceux les plus vulnérables pour des raisons de situation économique, de pauvreté, souvent pour des raisons de situation ethnique ou bon, si on est par exemple des populations immigrées dans un pays comme la France, dans une banlieue à forte population immigrée, les risques d'être exposés à des déchets sont très très supérieurs à d'autres banlieues autrement habitées. Donc, c'est l'idée que personne n'échappe aux inégalités environnementales, mais certains en souffrent plus que d'autres, et c'est certains, c'est qui? C'est aussi bien entre les pays qu'à l'intérieur des pays, les plus vulnérables et les moins résilients, ceux qui ont le plus de mal pour retrouver une situation à peu près équivalente à celle qu'ils ont connue. À partir de là, ben il y a eu des travaux pour classifier, pour classer, pour qu'on les repère toutes ces inégalités environnementales. Donc, je prends les deux premiers types d'inégalités. C'est les inégalités d'accès. Alors, aussi bien aux ressources de base, si vous regardez les cartes sur les approvisionnements en eau, que ce soit national ou international, vous verrez que c'est on a très inégalement accès à l'eau et à quel type d'eau, mais aussi à ce qu'on appelle en économie les aménités, les choses qu'on apprécie, les espaces verts, qu'est-ce qui habite près des parcs, hein, quelle que soit la ville où on habite, c'est pas généralement les plus pauvres. Deuxième grand type d'inégalité, c'est les inégalités d'exposition aux effets d'un dérèglement de l'environnement et environnemental.
Alors, ça peut être subi, c'est l'histoire que je viens de vous raconter pour Katrina, mais ça peut être durable, hein, c'est ce que je disais, l'exposition aux pollutions dues à la circulation d'air, c'est très inégalement réparti. Mais à ces deux groupes d'inégalités de base, il faut ajouter d'autres types d'égalités. Là, c'est des inégalités entre, je dirais, les victimes des dérèglements écologiques. Mais il y a aussi une inégale responsabilité dans la dégradation des ressources environnementales. Je dirais c'est ça qui transforme d'ailleurs les inégalités environnementales en véritable injustice, c'est que ceux qui souffrent le plus des effets des dérèglements environnementaux, c'est ceux qui y ont le moins contribué. Hein, si vous prenez, bon, je vous donnais l'exemple limite, mais il y en a une quantité d'autres, d'îles du Pacifique qui sont déjà recouvertes complètement imprégnées par la montée des eaux. C'est les habitants de ces îles, c'est ceux qui dans le monde ont l'empreinte écologique la plus faible. Hein, et que bon, par exemple, la montée des eaux, ben, elle atteint plus dans les pays tropicaux, pour des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons sociales et économiques. Et c'est dans des régions, là aussi, à empreinte écologique très faible. Donc, si vous voulez, l'inégalité se redouble et fait apparaître une injustice. Alors, il y a un autre élément important, c'est que dans ces inégalités environnementales, on peut prendre aussi les effets sociaux des politiques écologiques. C'est-à-dire, souvent, hein, la construction d'un écoquartier, par exemple, hein, bâtiment mieux isolé, plus espace vert, etc., moindre bâtiments à énergie négative, etc., mais ça fait monter les prix du logement. Et que donc, une fois de plus, les plus vulnérables, les plus pauvres, ceux qui ont le plus de mal à se reloger, se trouvent en situation défavorable. Et puis, bon, l'exemple, alors si on revient au gilet jaune, hein, la taxe carbone, c'est le type même d'un impôt que les économistes sont plutôt favorables, et c'est plutôt bon. Hein, c'est plutôt bon, pourquoi? Parce que si l'essence est plus chère, ben, les gens qui vont se dire, ben, il faudrait peut-être que je change mon véhicule, ou que je prenne plus les transports en commun. Oui, il faut pouvoir le faire. Il faut qu'on ait le choix de conduite. Quand la mobilité est une mobilité contrainte, quand on habite trop loin, quand on n'a pas de transport en commun, ben, à ce moment-là, la taxe carbone devient ce qu'on peut appeler un impôt régressif, c'est-à-dire au lieu de porter sur les plus favorisés, il porte sur les plus défavorisés. C'est typiquement le point de départ de la mobilisation des gilets jaunes. Ajoutons aussi tout ça, si vous voulez, on peut dire que c'est des inégalités de répartition. C'est-à-dire que dans les conceptions de la justice, on pense que ce qui est juste, c'est l'égale distribution des biens ou des maux, et que là, vous avez une inégale distribution des maux, mais aussi des biens, des accès aux espaces verts, c'est une question de distribution. Donc la justice, c'est l'égale distribution. Mais la justice, c'est aussi l'égal accès aux décisions dont on supporte les conséquences. Or, toutes les études qui ont été faites, en particulier à des endroits où il y avait des projets où il y avait des mobilisations contre des projets d'usines d'incinération, de dépôts de déchets importants, de choses de ce genre, on s'est rendu compte que les gens qui supportaient les conséquences de cette décision n'avaient eu aucune part de décision. Donc il y a une justice aussi dans la capacité de décider de la situation. Bon, et donc ce que je vous citais là, c'est justement qu'est-ce qui a fait apparaître, hein, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est intéressé à ces questions des inégalités environnementales, c'est que les gens se sont mobilisés. Si les gens ne s'étaient pas mobilisés pour lutter, on n'y aurait peut-être pas pensé ou pas si vite. Donc, je vais donner deux références pour ce qu'on appelle les mouvements de justice environnementale aux États-Unis à la fin des années 80, ce à quoi je faisais allusion à des mobilisations de population contre des projets polluants de différentes sortes. Hein.
Et bon, c'est là aussi qu'on a beaucoup insisté sur la dimension ethnique, parce que les populations sur lesquelles ça reposait étaient pauvres, mais aussi afro-américaines ou latino-américaines. Bon, elles n'étaient pas blanches. Et puis, à partir de là, un travail extrêmement important, à mon avis, qui est fait de cartographie de tous les endroits où des mobilisations populaires signalent des formes d'injustice environnementale ou ce qu'on appelle parfois conflit de redistribution. Et donc, c'est un économiste, Joan Martinez-Allier, qui, avec son équipe de l'université, je marqué ULB, en fait, j'aurais dû marquer UAB, de l'université autonome de Barcelone. Là, c'est l'université de Belgique. L'université autonome de Barcelone cartographie dans le monde entier. Ils ont repéré, et là, mon diapo est un petit peu ancienne, elle doit avoir à peu près 1 an, donc il y en a plus. Des milliers donc de ce qu'ils appellent des conflits environnementaux redistributifs. Ça peut être sur des histoires d'eau en Amérique du Sud, c'est extrêmement important, où l'eau a tendance à être privatisée, les conflits autour de l'eau. Ça peut être des conflits autour d'éoliennes, ça peut être des conflits contre des développements d'entreprises extractivistes. Et donc, eh bien, on voit se regrouper sur des questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Sur des questions de quoi? C'est quoi ces inégalités environnementales? Vous voyez que c'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités, comme quand on a découvert qu'il y avait des inégalités de genre, en plus des inégalités sociales. Mais c'est, pourrait-on dire, la dimension environnementale des inégalités sociales. Ces inégalités environnementales qui frappent les plus vulnérables et les moins résilients, donc les plus défavorisés, pour des raisons économiques, mais qui peuvent aussi être des raisons ethniques ou sociales de ce genre. Donc on peut dire que les inégalités environnementales, ça ne représente pas une nouvelle catégorie d'inégalités, mais ça représente la dimension environnementale des inégalités sociales. Et les inégalités sociales, généralement, ça se mesure en inégalité de revenus, inégalité de patrimoine. Et là, bon, c'est des gens qui ont beaucoup de revenus, encore moins de patrimoine, le plus souvent, mais il ne suffit pas d'avoir ces éléments-là pour pouvoir cartographier et repérer les inégalités environnementales. Donc, on a besoin d'autres types de données. Alors, bon, vous pouvez envoyer la suivante peut-être. Bon, pourquoi ce que je viens de vous dire, une fois qu'on le voit, on se dit, ben oui, bien évidemment, et on a beaucoup d'exemples qui viennent dans la tête. Alors, pourquoi est-ce que finalement on en parle si peu Pourquoi est-ce qu'il faut que la Tour dise, ben, on le voit, le lien entre l'environnemental et le social. On peut poser la question, à qui profitent les dégradations économiques? Parce que tout le monde en souffre, mais il y a aussi qu'on en profite. On a vu après le Covid que bon, certains avaient beaucoup souffert, s'étaient appauvris, d'autres s'étaient enrichis. Les problèmes écologiques, il y a des problèmes de ce genre, et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. On peut retrouver dans ce que je vous disais, les politiques publiques. Quand on a découvert le mouvement des Gilets jaunes, a fait apparaître que apparemment, les services ministériels qui s'étaient occupés de la taxe sur le carburant, on n'avait pas vraiment prévu les effets sociaux. Donc, pourquoi ces effets sociaux régressifs des politiques publiques écologiques? Et là, je cite un économiste, Éloi Laurent, qui parle de la capacité des riches à imposer les coûts de leurs comportements environnementaux aux plus pauvres. On peut dire que c'est ça la question de la justice environnementale en général, et c'est plus précisément le problème des politiques publiques. Pourquoi on met une taxe sur les carburants et pas sur les carburants d'auto et pas sur le kérosène? Je vais mettre le point d'interrogation. Et vous passez la version suivante, s'il vous plaît. Donc, terminons si vous voulez. Donc, les inégalités environnementales, si vous voulez, ce n'est pas la découverte totalement de nouvelles inégalités. C'est quand même un nouveau tableau social qui fait apparaître des catégories que
on n'avait pas remarqué jusque-là. Alors, je mets les gens du voyage entre parenthèses, entre guillemets, parce que c'était l'année dernière, je crois, il y a eu une enquête, il y a eu des articles dans le monde, il y a eu une publication d'un sociologue, sur les gens du voyage. Et on s'est qui faisait apparaître que, par exemple, les campements ces campements de nomades étaient à 50% près d'établissements polluants. Hein. Quand il y a eu à Rouen, ouais. Eh ben, il y avait là, non, AZF, c'était Toulouse. Non, je parle de Rouen. Eh ben, il y avait là où il y a eu le plus d'émanations, c'était près de l'usine, ben, il y avait un campement de nomades. Et bon, donc il y a eu toute une enquête qui a été faite, qui a fait apparaître, au point qu'on ait parlé de racisme environnemental, de façon où ils étaient stigmatisés, finalement ils souffraient de leur situation, de ce qu'ils veulent, les gens du voyage. Et donc, enquêter sur les... Alors, je vous dis, c'est pas nouveau, mais enquêter sur les inégalités environnementales, c'est faire un type d'enquête que les enquêtes quantitatives économiques ne permettent pas de faire apparaître. Donc, il faut d'autres données. Deuxième élément, plus ça va, et de ce point de vue-là aussi, le mouvement des Gilets jaunes est important, plus comment dire, les formes des luttes se déplacent. Hein. Au 19e et dans la première moitié du 20e, le lieu des luttes, c'est l'usine. Bon, maintenant, c'est des luttes pour, je pense à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, ou autour de questions d'eau. Donc, c'est toujours des luttes sociales, mais ça n'est plus uniquement sur la question du travail et du lieu de travail, c'est beaucoup plus des luttes pour, et ce sont les luttes que cartographie l'équipe de Joanne Martinez-Alguet, pour maintenir un milieu de vie, pour assurer l'habitabilité de son milieu de vie, pour le défendre. Donc, il y a une forme nouvelle de lutte avec de nouveaux acteurs. Ces luttes mobilisent beaucoup plus les femmes parce que c'est des luttes justement sur le milieu de vie, pour la vie des enfants, pour la vie de la famille, et que c'est les femmes qui sont en charge de ça en général. Et donc, ça fait apparaître de nouveaux lieux, le milieu de vie et pas seulement l'usine. Et là aussi, toujours Gilets jaunes très représentatif de ce point de vue-là, ça montre l'importance du territoire. Hein. C'est pas simplement comment on est payé, c'est pas simplement si on a un patrimoine, c'est aussi où on habite et qu'est-ce que ça signifie comme transport en commun, comme lieu de distraction, comme accès à des commerces, à quel type de commerce. Donc, il y a je vous dis, dimension environnementale des inégalités sociales qui font apparaître de nouveaux terrains d'enquête. Je dois avoir une dernière, voilà. Alors, bon, le problème, c'est d'arriver à trouver justement, à les reconnaître, à saisir les luttes qui s'y passent, à les aider d'une façon ou d'une autre, et à remettre en cause un certain nombre aussi d'idées reçues, comme je le citais au début, sur les questions écologiques. Il y a une telle importance, il ne s'agit pas d'allier, hein, on avait quelqu'un du GIEC ce matin, il y a une telle importance de la dimension scientifique dans les questions environnementales, on a un peu l'impression que il faut avoir au moins un master, sinon un doctorat, pour vraiment bien aborder les questions écologiques. Or, tout le monde les vit, les questions écologiques, et donc il y a une autre approche purement technico-scientifique des questions écologiques, qui est l'approche à partir de la façon dont elles sont vécues, hein, et de ce qu'on a à dire et à faire ceux qui les vivent. Et ça demande de faire une autre histoire, une autre géographie écologique, qui ne soit pas seulement celle des institutions et des découvertes scientifiques, mais qui soit celle de la façon dont ça modifie la vie des gens et dont les gens se mobilisent pour maintenir ou transformer la situation. On va avoir fini, là, j'en ai eu. Voilà, bon. Non, mais ça va, là, c'est fini, si vous voulez. C'est le... D'ailleurs, je crois que vous devez me poser la question.
Juste un dernier point, si vous voulez, c'est que la crise écologique, ça aggrave la crise écologique, excusez-moi, ça aggrave la situation, donc c'est profondément injuste, mais aussi des pays de plus en plus inégaux sont de plus en plus résistants à une transition écologique qui leur paraît de plus en plus s'imposer d'en haut. Donc c'est un double obstacle. Merci. Merci beaucoup, Catherine Arrière, pour voilà, tous ces éléments. Donc, je rappelle qu'il y a, pour toutes vos questions, il y a les SMS pour nous envoyer les questions qu'on va traiter après. Après le passage des deux autres intervenants, on fera voilà, un échange autour des questions et qui seront reprises par les intervenants. Donc, on va laisser la place, la parole donc, à Guillaume Bourg, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lyon 2. Et voilà. On peut se poser deux questions. En quoi des démarches participatives telles que les conventions citoyennes peuvent-elles faire bouger la donne selon vous et quelles sont leurs limites? Et puis la deuxième question, comment justement passer des démarches individuelles à une approche plus collective et politique du sujet de la transition écologique? Je vous laisse avec ces deux belles questions. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de participer à cette discussion et à ces deux journées. Moi, je vais dire des choses pour commencer à propos de, finalement, quelle est la place de la démocratie dans tout ça. Et des choses qui vont être extrêmement redondantes avec ce que vient de dire Catherine. Tant pis, ce sera un peu redondant. Mais en fait, je pense que voilà, le point de départ, il semble très cuculapraline. Mais c'est l'idée de dire que face à des enjeux de vie ou de mort tels qu'on les expose depuis ce matin, on n'a jamais eu autant besoin de démocratie. Alors, ça peut sembler effectivement le poncif absolu, hein, parce que qui n'est pas démocrate? Et ben en fait, plein de gens. Et que la tentation autoritaire autour de ces enjeux-là, elle est réelle. Et c'est pas forcément, moi, j'aborde pas la question de la tentation autoritaire du côté d'écologie punitive qui priverait les braves gens de polluer avec leur 4x4. Moi, ce qui attire plus mon attention, c'est la manière dont le TINA, There is no alternative, qui a été un gimmick fort des politiques macroéconomiques partout dans le monde depuis les années 80, est en train de se dupliquer, ou en tout cas s'enracine assez fortement dans les politiques publiques environnementales, c'est-à-dire, there is no alternative, il y a des impératifs, alors historiquement économiques, aujourd'hui liés au développement durable, on va dire, qui exigent qu'on accroisse les inégalités sociales. C'est comme ça, hein, le TINA, ça a été beaucoup la rhétorique qui demandait aux gens de comprendre et d'accepter le repli de l'État-providence, la dévalorisation des services publics, le recours croissant au marché, la marchandisation des vies. Et dans toute une part de la population, la manière dont sont reçues les politiques publiques environnementales, c'est ça. C'est-à-dire ce sentiment, donc comme l'a très bien exposé Catherine, hein, que finalement, les conséquences du changement climatique largement provoqué par les plus riches, sont essentiellement supportés par les plus pauvres. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a à notre disposition des travaux, je pense par exemple à ceux de Valérie Deldreve, qui établissent de manière assez saisissante le décalage entre l'impact en termes de pollution des modes de vie bourgeois rapporté aux modes de vie populaires. Enfin, on évoquait ce qu'on va appeler l'écologie populaire. Et dans les Gilets jaunes, puisqu'on parlait des Gilets jaunes, c'est aussi ça beaucoup qui s'est exprimé. C'est-à-dire, on rejette la taxation carbone, pas forcément en tant que telle, mais parce que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font des concessions, à qui on demande des efforts, à qui on demande des changements comportementaux, tandis que sous notre nez, on voit bien que les catégories sociales qui sont les plus responsables du changement climatique ne font rien. En tout cas, pas grand-chose. Et se paye le mot en parlant des petits gestes du quotidien, vous connaissez ça, on en a parlé ce matin. Et donc, face à ça, face à ce problème structurel, il y a effectivement un besoin de démocratie. Encore faut-il de savoir de quoi on parle. Et évidemment, comme l'a dit aussi Catherine, une des dimensions de la démocratie qui se pose le plus, c'est le besoin que nous avons collectivement de pouvoir exposer clairement les termes du dissensus.
C'est-à-dire ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et la part des responsabilités de chacun, qui vont permettre d'établir des compromis, mais aussi de déstabiliser ou d'enrayer des positions d'acteurs dominants qui n'ont aucune intention de changer ce qu'ils font. Et qui continueront d'investir en capital risque jusqu'à ce que nous brûlions tous sur la terre. Et ça, face à ça, la première dimension évidemment historique aussi de la démocratie environnementale, c'est bien celle des mouvements sociaux. La démocratie, au sens de l'intervention populaire dans les affaires publiques, dans les décisions publiques, elle est passée dans le domaine environnemental par des logiques de conflit, de justice environnementale et de mobilisation environnementale. Si on reste en France, on peut tirer un trait de Crémalville jusqu'au superbassine, au mégabassine, de manière assez fluide, ce trait est assez facile à tirer, et considérer finalement ces mobilisations, que sont elles, essentiellement, qui ont permis d'obtenir des concessions démocratiques. Je ne sais pas si vous connaissez la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante qui est en charge d'organiser les débats autour des impacts environnementaux des projets d'aménagement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une concession procédurale. C'est l'appareil d'État qui lâche du lest face à des oppositions sociales virulentes qui passent par les mobilisations et qui pousse un petit peu le curseur du débat démocratique autour des questions environnementales. Mais, du coup, dans ce contexte-là, depuis 2019, on a un autre phénomène qui est la multiplication des innovations participatives et délibératives autour des questions environnementales, à commencer par la Convention citoyenne sur le climat. Et donc, la question que moi je me pose dans mes recherches, on est beaucoup à se poser, c'est à quoi ça sert ces dispositifs-là dans ce paysage? Est-ce que ces dispositifs ils sont à même de pousser ces questions? Et là, on est obligé, évidemment, la question des limites, on est obligé d'aborder. Il y a un aspect qui est très important dans le recours à un truc comme la Convention citoyenne sur le climat, c'est un effet démonstratif. C'est-à-dire de montrer que les gens qui n'en ont globalement pas grand-chose à foutre de l'environnement dans leur vie courante, quand on les met dans des dispositions favorables, ils sont non seulement en mesure de s'approprier les enjeux, mais de réfléchir collectivement et dégager des propositions extrêmement pertinentes. Et donc, la Convention citoyenne a un effet démonstratif, notamment, et il faut le dire, par rapport aux gens du GIEC, qui ont tendance quand même à voir les masses populaires comme une bande d'imbéciles heureux à éduquer, et qui ont du mal à imaginer à quoi peut servir de rajouter du débat sur des constats qu'on a déjà. Les scientifiques qui savent qu'on va tous mourir. Il n'y a pas forcément besoin d'en parler de nouveau. Et pourtant, il y a eu cet effet démonstratif en disant, bah si, en fait, ça a un intérêt fondamental, ne serait-ce qu'en termes de réappropriation des enjeux. Mais évidemment, au-delà de ça, au-delà du fait de démontrer la force de l'intelligence collective, il y a un problème structurel qui est le no man's land du lien à la décision de cet État. Et la manière dont la Convention citoyenne a été extraordinairement sophistiquée dans sa procédure de délibération, et quand est venu le moment de l'insérer en termes de proposition dans le dialogue interministériel qui est très codifié, les réunions interministérielles, ça ne fonctionne pas n'importe comment, ou les auditions parlementaires, ça ne fonctionne pas n'importe comment. Et donc, on a demandé à une pauvre dame, qui est la chargée de mission de Marc Fesneau, de porter la voix de la Convention citoyenne dans les réunions interministérielles. Autant vous dire que ça n'a pas bien fonctionné. Et donc, dans une ambiguïté extraordinaire autour, ça va être pris en compte, ça ne va pas être pris en compte, c'est sans fil, c'est avec fil, on ne sait pas trop. Finalement, l'effet déceptif de cette convention, il est énorme. Et on se dit, finalement, même quand on met les gens en situation de se décider, on se retrouve avec des creux institutionnels qui sont absolument mortifères. Et donc, on pose la deuxième question qui est individuel et collectif. Le problème de l'individuel au collectif, c'est qu'on a pris l'habitude, il me semble, de poser la question du point de vue des mobilisations. C'est-à-dire, on ferait des grands constats qui sont assez servis par tout un pan de la sociologie, sur le fait que les individus sont atomisés, qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, une espèce de recherche d'individualité à tout prix, comme une espèce de rouleau compresseur en sociologie, contre lequel on aurait du mal à recréer du collectif. Alors, du coup, l'enjeu, ce serait celui d'une éducation, d'une mise en réseau, etc., d'une animation. Et moi, j'aime bien renverser un peu la logique, provisoirement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça. Peut-être que là où on en est aujourd'hui est le résultat d'un processus de gouvernement, et de gouvernement de l'environnement.
C'est-à-dire que le gouvernement de la question environnementale est passé beaucoup, depuis les années 90, sur un processus d'individualisation et de dépolitisation de la question. Il y a l'excellent ouvrage de Jean-Baptiste Pondy là-dessus, la question climatique. C'est-à-dire qu'on a une rhétorique dominante dans l'action publique autour des petits gestes, je ne vous apprends rien, on en a parlé ce matin, qui continuait de diluer les responsabilités illégales autour du réchauffement climatique dans un grand récit du tous responsable. Et en miroir, renverser politiquement cette individualisation, c'est très difficile. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le boycott du mondial 2022 est très relatif. Donc, on appelait à la conscience de chacun dans son salon, devant sa télévision, pour ne pas l'allumer. On voit que c'est compliqué. L'individualisation, ça marche bien pour gouverner, ça marche moins bien pour résister. En tout cas, c'est beaucoup plus laborieux. Et du coup, il faut faire attention dans l'organisation de la participation et de la délibération autour de l'environnement à ce que le diable ne se niche pas dans les détails. Et typiquement, la Convention citoyenne sur le climat, ce qui est assez spectaculaire pour les gens qui l'observent, c'est qu'elle est, depuis le début, pensée comme un agrégat d'individus et jamais comme un acteur collectif. C'est-à-dire que la CCC, en tant que groupe qui a des propositions à défendre, il n'existe pas vraiment. Les citoyens ont essayé de pallier à ce truc-là en s'organisant en association, mais ça n'a jamais été vraiment pris en compte dans la suite des propositions de la Convention citoyenne. Alors, on a beaucoup passé de temps à observer les citoyens, qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce que la délibération les a changés? Alors oui, évidemment. Mais en tant qu'acteur collectif, finalement, la Convention citoyenne, elle n'existe pas vraiment. Et dans le même temps, en parallèle, on voit bien que les formes de mobilisation collective autour de l'environnement, alors Catherine parlait de cartographie, on pourrait aussi parler d'un mouvement global de répression de ce mouvement de mobilisation collective autour de l'environnement. Une répression soft qui passe beaucoup par un truchement juridique, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mouvement de fond, de retrait de ce que les juristes appellent le venin contentieux. Le venin contentieux des droits de l'environnement. Des gens qui ne sont pas contents parce que tel ou tel projet, méga-projet, a été décidé sans avoir appliqué le droit de la participation, au droit de l'environnement. Et bien ça, on voit, les juristes renseignent énormément là-dessus, que les décisions ne vont pas dans le sens d'un respect du droit de la participation, du droit de l'environnement. Et que les juges ont de plus en plus tendance à faire primer l'urgence économique, on va dire. Et parallèlement à ça, on a un mouvement assez global de délégitimation radicale des mobilisations. Alors, je ne veux pas vous refaire l'anathème sur Darmanin et l'écoterrorisme, mais ce n'est pas complètement anodin, l'émergence de ce vocabulaire et cette manière de traiter les mobilisations sociales. Et donc, et j'en finis là-dessus, de l'individuel au collectif, défendre l'action collective, c'est d'abord défendre celle qui existe, avant de chercher les formules magiques pour éveiller les consciences. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors aussi minoritaires soient-ils, qui ont décidé d'ouvrir des rapports de force et de construire des bras de fer. Et du coup, la question, c'est quelle place on leur accorde dans la construction de l'action publique. Et quand je me remets au niveau des centres sociaux, à l'échelle des centres sociaux, quand on ouvre la porte à des pouvoirs d'agir, jusqu'où on se donne le droit d'accompagner des logiques conflictuelles, et des logiques dissensuelles, et des logiques qui vont emmerder les gens qui nous financent. Et ça, c'est des vraies questions concrètes, pratiques, professionnelles qui se posent partout. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Très bien, merci Guillaume. Il y aura des questions, je pense, de la salle, n'hésitez pas à tout ce qui a pu être dit. On va passer la parole à Charlotte Debray, déléguée générale de la FONDA. Et donc vous avez animé à la FONDA une démarche autour de l'agenda 2030, d'accord, qui a abouti à la construction d'une boîte à outils faire ensemble. Du coup, déjà, si vous pouvez réagir à ce qui a été dit, voilà, par Catherine et Guillaume. Il n'y a pas d'obligation, d'accord. Mais ça peut être intéressant déjà. Et puis ensuite, comment nouer des alliances au niveau local pour mener des actions collectives favorisant la transition écologique. Voilà, comment on fait pour lier des partenaires et des partenariats. Alors, pour réagir sur
peut-être 2 points, un chacun, comme ça je mets tout le monde d'accord. J'ai vraiment été très, très intéressée par votre propos, Catherine. Je suis désolée pour le masque, hein, mais c'est moi qui suis malade et j'ai évité de tousser comme je puisse. Je ne souhaite ça à personne. Catherine, oui, ça m'a beaucoup plu, votre intervention, mais ça pose des questions de fond. À qui profite le coup finalement, et puis aussi et aussi le fait que on a des impensés quand même sur, enfin, on raisonne en termes dans des cas de référence qui sont pas ceux que connaissent les gens, les vrais gens, quoi. Et du coup, ça donne ces absurdités de taxes sur l'essence qui soulèvent des mouvements de compétition. Et si notre gouvernement était un peu en prise avec la réalité, il aurait dû arriver, je pense. Mais voilà, quand on n'est pas en prise avec la réalité, on s'expose à ce type de problème. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant besoin de démocratie qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment le parent pauvre de cette histoire, de notre entrée dans le 21e siècle. Il n'y a jamais eu autant de pessimisme aussi, mourir et tout. On m'en raconte de toute façon, mais je pense qu'il y a jamais. Ah ouais, il y a une forme de pessimisme ambiant qui moi, m'inquiète parce que pousse à l'inaction, en fait. Cette défiance pousse à l'inaction et c'est pas du tout le moment, en fait, d'être en mode passif-agressif, au contraire. Je pense qu'il faut travailler sur les leviers de l'indignation, de la colère, de façon assez constructive. C'est-à-dire qu'on s'emploie à la Fonda depuis un bon bout de temps à essayer d'outiller les acteurs parce qu'on pense vraiment que ceux qui détiennent la méthode pour animer de la concertation détiennent une partie du pouvoir et qu'il y ait encore de la méthode aussi pour structurer des partenariats. Alors, un petit mot peut-être pour dire d'où je parle, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse la Fonda. La Fonda, c'est une association qui, depuis plus de 40 ans, contribue au développement de la vie associative. On a beaucoup contribué dans les 20 premières années à structurer une parole politique qui a donné la naissance du mouvement associatif, du conseil à la vie associative, qui s'appelait à l'époque le SNDA, toute une ribambelle de quincaillerie institutionnelle qui essaye de porter haut les couleurs de la vie associative et de défendre une vision désintéressée de l'activité avec un moteur fort qui est l'engagement citoyen des habitants. Et aujourd'hui, on est toujours, on se définit comme le laboratoire d'idées, c'est-à-dire un endroit où on éclaire des sujets qui nous paraissent vraiment structurants pour l'avenir des associations, notamment la question des partenariats, des coopérations. Et puis un endroit où de plus en plus on documente, on expérimente, on capitalise pour pouvoir être en capacité de transmettre des outils, des méthodes et des réponses très concrètes pour passer à l'action. Et donc ça, c'était pour présenter la Fonda. L'agenda 2030, vous en avez sûrement entendu parler tous maintenant quand même, j'espère. Mais il faut savoir que 6% des Français savent à peu près ce que c'est. Donc c'est pour vous dire le portage politique qu'il y a de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable. Nous, on s'en est en parler en 2017. Ils ont été adoptés en 2015 par l'ONU. Au début, on voyait ce machin comme un truc de l'ONU, encore une quincaillerie institutionnelle qui va produire des choses très intelligentes qui resteront dans les armoires. Et puis, en fait, ça nous a quand même beaucoup plu les ruptures que ça a représentées dans la négociation, même dans l'esprit de cet agenda. Le fait que pour la première fois, on faisait converger à l'agenda écologique, Kyoto, Rio, machin, et les objectifs du millénaire, donc lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud. C'est la première fois qu'encore on se disait, il y a peut-être un lien entre environnement et social. Donc, oui, bravo. Il y a un lien, effectivement, tout est très lié, et évidemment les conséquences du réchauffement climatique ont une portée sociale et inversement, c'est évident. Deuxième rupture, c'était la première fois que dans ces agendas internationaux, c'était plus le Nord qui va aider le Sud,
et le Sud qui va prendre les grandes leçons de développement du Nord. Mais tout le monde au même niveau, en considérant qu'on est tous des pays en voie de développement durable. Et que ce n'est pas seulement la question écologique, c'est évidemment aussi des questions d'éducation, d'égalité des genres, d'infrastructure, d'aménagement urbain. Il y a 17 objectifs de développement durable, la sortie de 146 cibles et de je ne sais plus combien de sous-objectifs, énormément. Et donc, c'est une rupture intéressante de se dire, ben, voilà, on n'est pas en train de donner des leçons au Sud. On a aussi, nous, des vraies marges de manœuvre, même si en France, on est complètement, on est quand même sur plein d'aspects bien au-dessus du lot, avec voilà, des inégalités au sein de la France, mais quand même bien au-dessus en termes de pauvreté et d'éducation, par exemple. Et puis la troisième chose qui était intéressante aussi dans cette négociation en 2015, c'est que c'est pour la première fois aussi, ce n'est pas seulement les gouvernements qui se sont dotés de leur agenda international, ils ont associé, ont en tout cas essayé d'associer d'autres grands acteurs de la société qui ont des leviers et qui partent du principe que face aux urgences sociales, environnementales, économiques et démocratiques, même si elles sont très sous les radars, par prudence, voilà, c'est pas la rupture qui fait qu'on associe la société civile, le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, et presque même les individus finalement qui sont appelés à contribuer à l'agenda 2010. Ça aussi, c'était une assez bonne nouvelle à nos yeux. Sauf que c'est pas, voilà, tout le monde doit coopérer, chacun a un petit bout de la solution. C'est vrai. Donc c'est vrai que voilà, si on regarde un exemple, la lutte contre la précarité énergétique, il n'y a pas un acteur seul qui peut affirmer qu'il va pouvoir résoudre le problème tout seul. Il va falloir agir en coopération avec les gens qui vont intervenir sur le bâti, d'autres qui vont intervenir sur le suivi social, d'autres qui vont intervenir sur la coordination des acteurs, etc. Et donc ça, on en est certain. Voilà, il n'y a jamais eu autant besoin de démocratie, il n'y a jamais eu autant besoin d'associatifs, de gestes associatifs aussi, pour répondre aux défis sociaux et environnementaux qui sont devant nous. Et donc pour ça, c'est le numéro 17 qui s'appelle le partenariat pour les objectifs de développement durable, qui est un objectif à la fois très politique, très joli sur le papier, très politique, mais aussi très technique, et il est livré sans mode d'emploi. C'est-à-dire, allez-y, coopérez entre acteurs. Il n'y a pas une ligne de méthode, et c'est le besoin auquel on a essayé de répondre pendant ces 4 dernières années. Parce qu'on est absolument convaincu qu'il faut non seulement du geste associatif, mais une association d'associations, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en cohérence les leviers. Si je reprends l'exemple de la précarité énergétique, d'une communauté d'agglomération, des travailleurs sociaux, des centres sociaux, des gens qui travaillent sur l'insertion professionnelle, d'autres qui travaillent sur le bâti, les fournisseurs d'énergie, etc., etc. Et c'est seulement quand on a enfin une vision commune des enjeux et des objectifs qu'on peut commencer à coopérer. Et donc, nous, pas à pas, on a documenté des projets qui sont fondés sur des logiques de coopération pluriacteurs. On en a même accompagné, voilà, expérimenté autour de la précarité énergétique, autour des enjeux de prévention du décrochage scolaire en Essonne, et puis en ce moment sur les enjeux de santé alimentaire, santé et environnement alimentaire, à côté de l'autoroute, c'est pas mal aussi. Les problèmes respiratoires là-bas sont 3 fois plus importants qu'ailleurs dans la région de France. Voilà, une forme d'inégalité environnementale typique. Donc pour nous, voilà, c'est le partenariat, la condition de l'atteinte des ODD. On n'est pas sans mode d'emploi.
Et donc, on s'inspire beaucoup des repères méthodologiques qui ont été du collectif Impact. Je ne sais pas si ça vous parle, de l'impact collectif qui a été élaboré par des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis, qu'on a traduit et implanté en France avec voilà, une approche plus humaine. On appelle ça des communautés d'action. C'est quand même plus sympa que les collectifs Impact. Des stratégies d'impact collectif. Donc, on appelle ça des communautés d'action. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table des acteurs qui rament dans le même sens, mais non pas pour qu'ils fusionnent et qu'ils deviennent une seule et même entité, mais au contraire, qui restent bien eux-mêmes dans le droit dans leur boîte, mais qui mettent en cohérence leur action pour avoir beaucoup plus d'impact ensemble que s'ils continuent à travailler chacun dans leur couloir de nage. Ça veut dire aussi coordonner les politiques publiques qui, à l'échelle d'un territoire, se croisent. Pour des centres sociaux, vous en savez quelque chose, puisque les enjeux de développement rural ou urbain, il y a les enjeux de cité, les collectifs, etc. Donc, vous êtes à la croisée de plein de politiques publiques. Donc, les repères, le collectif Impact, une communauté d'action, le premier, il y a 5 conditions pour que ça fonctionne bien. Le premier point, c'est de mettre en commun des connaissances. Dans un but de s'enrichir, ça vous rappelle quelque chose, la loi 1901. De mettre en commun des connaissances et se doter d'une vision partagée des enjeux. Littéralement, un enjeu, c'est la mise, c'est ce qu'on a à gagner ou à faire. À partir du moment où on a une vision partagée des enjeux de transformation qu'on veut atteindre à l'horizon 2030, en l'occurrence, on va pouvoir se doter ensuite d'objectifs. On va pouvoir les traduire en objectifs concrets. Et on va enfin, du coup, qui dit objectif, dit se doter aussi d'un dispositif qui va permettre de mesurer qu'on atteint ces objectifs. La carte évaluation. Et ça, dès le démarrage du projet, pas à la fin quand tout est fait et quand c'est tout, il faut rendre des comptes. Si on dit l'évaluation, non, dès le démarrage du projet, se donner le temps de bien se mettre d'accord sur l'horizon de transformation qu'on veut atteindre ensemble et qui va faire quoi ensuite, ça viendra. Mais à partir du moment où on a cette vision partagée des objectifs, des enjeux des objectifs et du dispositif d'évaluation, on peut aussi du coup, il faut aussi se mettre d'accord, en troisième condition, sur nos règles pour coopérer. On peut appeler ça schéma de gouvernance, charte de coopération, ce que vous voulez, mais c'est, comme dans les assos, une manière de reposer bien noir sur blanc les valeurs, les énoncés éthiques auxquels on est attaché. Et ça, je fais une référence à Elinor Ostrom, mais qui a documenté des milliards de communautés de commoners, quoi, des gens qui préservent des communs. Ils sont toujours 3 types d'énoncés. Un énoncé d'ordre éthique, quelles valeurs on partage, à quoi est-ce qu'on est attaché, des énoncés normatifs, c'est-à-dire quelles sont les règles qu'on suit pour coopérer ensemble, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est motif d'exclusion de la communauté, ça c'est assez important. Et puis évidemment, des énoncés d'ordre stratégique, donc les objectifs et les engagements qu'on prend pour les atteindre. Ça, c'est indispensable de border ces choses-là. Une charte, par exemple, ça peut être opposable au moment où voilà, vous voyez quelqu'un qui est plus dans la bonne dynamique, qui est plus dans la dynamique de l'intérêt collectif, et du coup, vous pouvez sortir la charte, qu'on reprenne un peu les choses. Enfin, le quatrième point de repère méthodo absolument important, c'est de penser la communication en permanence, en interne, en externe, qu'est-ce qu'on va faire, qui on informe, comment on consulte, comment on restitue, vraiment avoir une attention particulière à ces enjeux de communication et à l'alignement des outils numériques ou pas, mais qui vont permettre de stocker l'information et qui vont permettre à des personnes qui prendraient le train en route d'accéder aux documents fondamentaux et de pas d'avoir accès à tout ce qui a été construit dans la phase d'émergence de cette communauté d'action. Ça, c'est un point fort. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur les outils de communication quand on collecte des données personnelles, quand on collecte des données sensibles? Ça aussi, c'est important de se poser ces questions-là.
Et puis, pour qu'une communauté d'action fonctionne dans la durée, il lui faut un modèle économique aussi. C'est-à-dire qu'il faut des moyens, ne serait-ce que pour l'action à proprement parler, mais aussi pour soutenir l'action. Toute l'ingénierie de la coopération est un métier un peu en émergence, qui a une fonction que les Américains appellent backbone, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Très moche en français, colonne vertébrale ou épine dorsale, mais du coup, on ne sait pas trop comment l'appeler. Alors, à défaut, on l'appelle encore fonction backbone. C'est une fonction de soutien. C'est ces gens qui, ou ces groupes de gens, parce que ce n'est pas toujours une seule personne, qui réunissent toutes les conditions pour qu'on se donne une vision partagée des enjeux, qui mettent tout en œuvre pour que la stratégie d'impact collectif puisse se déployer. Et ça, cette fonction backbone, cette fonction de soutien, elle est souvent sous-financée, voire pas du tout financée, portée bénévolement par des gens qui ont envie que ça avance, mais dont l'engagement va peut-être s'essouffler dans la durée. Donc, c'est pour ça qu'on insiste quand même beaucoup. Il y a des postes qui soient dédiés à ça, ou au moins des demi-postes qui soient dédiés à animer de la coopération, et qu'il y ait des formations associées, parce que ce sont des métiers et des postures un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de trouver quand on est dans des relations bilatérales, partenariales. Par exemple, c'est cette personne qui va s'assurer que tout le monde a bien compris ce qui est attendu de lui et l'accepte, et joue le jeu. C'est cette personne qui va aller, qui va constater que il y a des gens qui ne viennent plus aux ateliers, qui ne participent plus, qui va aller comprendre, chercher. Voilà, et à la fois une posture d'écoute, une posture basse, d'animation un peu bienveillante et englobante, et en même temps une posture haute qui va sans arrêt opposer. Je vous rappelle votre feuille de route, je vous rappelle votre cadre collectif, je vous rappelle les règles que vous vous êtes fixées. Voilà, cette double posture qui permet la coopération. J'arrive à ma conclusion. Instinctivement, j'ai senti les dans les oreilles. Donc, on a plein d'outils sur le site de la Fonda. On a un guide méthodologique de faire ensemble avec plein de retours d'expérience, plein de cas pratiques que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site ou commander pour 10 balles pour la version au papier. Et puis, on va aussi faire beaucoup d'initiations, de sensibilisation, voire de masterclass, si ça vous intéresse. Pour les défis qui restent à venir, pour ces enjeux de coopération, puis il nous reste plus que 8 ans, donc il faut vraiment 8 ans et 2 minutes. Il y a vraiment un gros défi collectif de monter en compétences coopératives. On a tous un peu l'habitude de travailler, alors vous, moins dans les centres sociaux, parce que vous êtes des vraies plateformes territoriales de partenariat, mais ailleurs dans le monde associatif, il y a quand même encore beaucoup de logique de silos et de compétition entre acteurs. C'est pas parce qu'ils sont compétitifs, c'est parce qu'on les met en concurrence sans arrêt par des appels à projets, par des concours, par des marchés, des appels d'offres. Donc là, il y a un vrai challenge pour monter en compétences coopératives. Et puis, il restera quand même un gros défi parce que tout ce qu'on a observé, c'est que ça fonctionne bien à une échelle territoriale, le quartier, la ville, voire le département. Il va y avoir un gros enjeu d'emboîtement ensuite des échelles d'action, travailler un peu les fractales, comme dit François Tadei, et de voir comment du local à l'international, tout ça peut bien s'articuler dans les politiques publiques qui, comme vous le savez, sont très motivées par les objectifs de développement durable. Merci de votre attention. Merci Charlotte de faire la boucle avec justement on a pu poser les constats et les éclairages en forme d'inégalité sur la place de la démocratie et je propose de cheminer des pistes de réflexion dans une démarche collective de coopération. Donc ça va être cette conclusion. Je vous propose de passer aux questions.
Alors, comment on intervient dans la tension entre jamais autant besoin de démocratie et désertion des consultations électorales? Oula, ça c'est la question. Qui se lance? Alors, le décalage entre les aspirations démocratiques et les aspirations électorales est un des grands classiques. Si on doit ne retenir qu'une chose de la science politique dans le monde, ce sera ça. C'est-à-dire que les dispositifs électoraux ont été pensés depuis le 19e siècle, quels que soient les gouvernements qui les emploient, comme des mécanismes autant d'accès à un droit à participer qu'un mécanisme de domestication. C'est pas un hasard si la démocratie représentative s'affirme en parallèle du syndicalisme, de la montée en puissance des capacités de contestation collective. Donc, il y a toujours cette volonté, finalement, d'enfermer, en quelque sorte, toute la démocratie dans un seul acte, qui serait l'acte de vote. Et la tension qu'implique tout ça, elle se voit depuis le début, mais alors là, maintenant, elle explose au visage de tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on a dans le même espace bien social, des gens qui ne veulent plus, mais qui n'en sont pas pour le moins des gens politisés, et qui s'investissent dans des modes d'action qui n'ont plus aucun rapport avec les élections. Donc il y a une perte de croyance collective dans la capacité des élections à changer le monde, qui est d'ailleurs un vrai problème, hein, parce que jusqu'à maintenant, les élections restent quand même un moyen de changer le monde. On ne le veuille pas. Alors pas les élections toutes seules, les élections avec une pression sociale, mais les élections genre. Donc là-dessus, il ne me semble pas qu'il y a un paradoxe entre j'avais autant besoin de démocratie et le fait que l'abstention au contraire, il y avait une politiste américaine très connue pour ça au début des années 2000, qui s'appelle Pippa Norris, qui parlait du phénix démocrate. Il disait il y a tout un tas de comportements démocratiques qui sont en train de crever, notamment le comportement électoral, mais c'est pas grave, parce que l'investissement des gens dans la prise de décision, démocratos, hein, un peu basique hein, comme garçon, et bah, du coup, il renaît ailleurs et sous d'autres formes. Et ce que je soulevais autour de l'écoterrorisme tout à l'heure, c'est spectaculaire. C'est pas nouveau, mais ça s'intensifie. C'est-à-dire que tout ce qui sort aujourd'hui du cadre préconçu d'expression démocratique, que ce soit la démocratie représentative ou la démocratie participative, a de moins en moins droit de citer. C'est-à-dire qu'on aime bien les gens quand ils viennent remplir les dispositifs qu'on leur ouvre. Par contre, quand il s'agit d'aller foutre le bordel à côté des dispositifs, bon, bah, c'est pénible. Et du coup, ce truc de délégitimer des formes d'action plus radicales ou plus agonistiques, on dirait, dans le rapport de force à la confrontation, me semble être un vrai, gros, énorme problème démocratique, là, pour le coup. On peut passer à une autre question, hein, et puis on y reviendra si, comme ça permet de... D'accord, une question. En vous, c'est pour quel point? Je suis pas l'interprète des dernières pensées de Bruno Latour. Non, très honnêtement, c'est dans le dernier livre qu'il a fait avec Schultz, les mots, où il parle d'une classe écologique, et moi j'ai beaucoup de mal à suivre. Alors là, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à suivre parce que, alors est-ce que c'est mes formations marxistes anciennes, hein, pour moi, les classes, c'est déterminé par des rapports de production. C'est la place, les classes, ça dépend de la place qu'on occupe dans les structures économiques, alors que ce que Bruno Latour, si j'ai bien compris, entend par classe écologique, c'est beaucoup plus proche du parti. C'est beaucoup plus proche de regroupement d'opinion. Donc là, je veux dire, il y a des fois, je peux dire, bah oui, j'ai lu ça dans Bruno Latour et ça m'a beaucoup appris. Là, honnêtement, j'ai du mal. Donc, je peux avouer, je sais pas, tu comprends mieux, Guillaume? Alors moi non plus, je suis pas un latourologue qualifié. Hein. Le truc intéressant dans classe écologique, c'est de pointer un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des gens dont le positionnement, alors en termes de classe sociale dans l'appareil productif et dans les modes d'accumulation des richesses qui sont les nôtres,
occupent des positions qui les placent structurellement dans une défense de l'écologie. Soit qu'ils soient les premiers concernés par les conséquences écologiques, donc les plus pauvres sont les premières victimes, soit que leur mode de vie soit fondamentalement plus respectueux de l'environnement voilà. Et du coup, il y aurait finalement à chercher du côté des catégories sociales. Alors, il y a des classes, des catégories, des parties, justement. Là, je pense qu'on nage dans la foule. Après qu'on puisse nager dans la foule. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'aurais compris. Mais ça recouvre quand même cette idée que derrière les mobilisations environnementales, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des enjeux de justice sociale qui sont quasiment immédiats. Oui, ce que je pourrais peut-être ajouter par rapport à ce que je disais ce matin quand j'évoquais l'appel de Menton et le modèle de l'appel de scientifique, qui est oubliez vos conflits d'intérêts, trouvez les besoins qui vous réunissent. Ça, c'est une façon d'envisager la question, c'est une solution, bon, en tout cas que ça aille mieux dans nos rapports avec l'environnement en passant sur la base d'un consensus le plus large possible. Et je crois que Bruno Latour, et plus ça allait, plus ça se renforçait. Il avait une vision, comme dit Guillaume, agonistique. Hein. D'ailleurs, bon, on l'a vu reprendre des idées, soit Carl Schmitt, bon, qui est un Allemand, qui a une idée très conflictuelle, soit Marx, hein, dans l'idée de classe. Donc, et puis, bon, ce qu'il dit depuis face à Gaïa, c'est-à-dire on n'est pas dans la situation, nous les humains, unissons-nous tous, parce que finalement, nous avons tous intérêt à vivre heureux sur Terre, il y a deux camps. Bon. Et quand il dit les humains, je crois que c'est dans Face à Gaïa ou dans OLTB, je ne sais plus à les deux, quand il dit, bon, il y a les humains, il y a les terriens, c'est de dire non, on ne se retrouvera pas tous ensemble. Il y a des ennemis. C'est comme ça que je comprends le discours de Platon. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Bon, eh bien, très bien. Y a-t-il une place pour les conflits dans les approches que propose des ODD et quelle place pour des mouvements revendicatifs? Oui, c'est une bonne question. Alors, dans les ODD, c'est très consensuel quand même. Il n'y a pas beaucoup de polémique autour de ce récit d'un futur que personne ne peut refuser, quoi. Où il n'y a plus de pauvreté, il y a de la justice, tout le monde a accès à de l'eau, tout le monde a la santé. Là, il n'y a pas de... A priori, tout le monde adhère à ce récit d'un futur plutôt souhaitable pour tout le monde. Il y a quand même discussion autour d'un ODD un peu problématique, c'est le numéro 8 sur la croissance durable. Je parlais de développement durable et de croissance. C'est un peu paradoxal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance, l'indicateur, c'est le PIB. Et le PIB, c'est un indicateur composite exclusivement économique, construit en 1929, on ne raconte même pas l'obsolescence du truc qui continue à être le driver de toutes nos politiques publiques quand même. On est gouverné par des chiffres qui ne veulent rien dire et qui, franchement, le PIB ne dit rien de la richesse en réalité, ni du patrimoine, ni du développement. Mais bon, donc c'est vrai qu'il est contesté, cet ODD 8, si on parle de croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, croissance du PIB, quoi. Il y a des absents aussi dans les objectifs de développement durable qui sont dans la culture. Ni la culture, ni les échanges interculturels. Ça devrait quand même. Alors, on le trouve vaguement dans l'ODD sur l'éducation, mais quand même, il y a un grand absent. Et puis, le numérique aussi, qui quand même. On passe de transformer l'ensemble des activités humaines, qui a déjà transformé quasiment l'ensemble des activités humaines, et qui est un peu un angle mort de l'agenda 2030 qui se focalise quand même sur les besoins essentiels. C'est quand même... il n'y a pas de place pour les conflits. Néanmoins, il y a quand même des rapports un peu déséquilibrés entre la force de frappe d'un gouvernement,
les leviers dont dispose un gouvernement dont il ne fait pas forcément grand-chose, les leviers des grandes entreprises ou celles d'une PMI ne sont pas les mêmes non plus. Donc, il y a quand même des rapports de force, même s'il n'y a pas de conflit. Il y a aussi des rapports de domination. Il y a aussi du greenwashing, du social washing à gogo. Les premières à s'accaparer de l'agenda 2030, ce sont les entreprises, hein, avec leur armée de rapports RSE qui était déjà bien engagée. Donc, c'est la même dynamique. Hein. Voilà. Et quelle place pour des mouvements revendicatifs il y en a, il faudrait qu'il y en ait un peu plus pour se faire un peu tisonner, challenger par des mouvements comme notre affaire à tous ou Alternativa plus souple, mais voilà, ils sont, ou Extinction Rébellion, qui sont entre les deux. Donc ça, c'est pour les enchaînes, pour les enjeux écologiques. Parce que, ouais, revendiquer. Enfin, moi, je suis pour, et d'ailleurs, le moteur de l'engagement, c'est la colère, c'est l'indignation, ou la joie, ou l'envie de se sentir utile. Donc, il faut absolument partir de ces élans personnels pour arriver à des collectifs, comme tu le disais. À partir du moment où cette revendication, elle n'est pas juste, ça va pas. Ça va pas, mais on pourrait faire autrement, ou si c'est constructif, a priori, elles ont leur place elles ont absolument leur place dans l'agenda 2030. Au contraire, il faut qu'il y en ait, et il n'y en a pas assez. Les médias sont un peu atones quand même, très récemment, globalement de la recherche, on sait ils ont cru jeter dans le désert pendant des années jusqu'à ce qu'on finisse par les écouter, mais comme dit Hugues de Jouvenel, ça ne sert à rien d'être intelligent tout seul, il faut que le temps passe, et il faut qu'on prenne tous conscience de ça, et les mouvements revendicatifs, les marches pour le climat, évidemment, pour la grève de l'école, moi je trouve que voilà, ça force le respect, ça nécessite d'être intégré. Je ne vais pas refaire une conférence. Merci Charlotte. On a encore un peu temps pour deux autres questions. Alors, est-ce que les amis ne nous faut pas perdre du temps finalement? Ouais, les deux questions, elles se recoupent un peu. Bon, on pourrait dire ça. En fait, mais c'est aussi une forme de question pour Charlotte. Je me demande toujours dans quelle mesure les ODD font comprendre. Dans le sens où, par exemple, sur la RSE, sur le fait que la responsabilité sociale des entreprises, donc pour le ramasser d'une formule, c'est un mouvement de fond des détenteurs du capital à l'échelle mondiale qui disent laissez-nous faire, nous allons de nous-mêmes provoquer ou installer une autorégulation, en tout cas des normes qui nous vont et qui permettront de respecter un certain nombre d'objectifs. Avec en toile de fond l'idée qu'il faut abandonner l'idée d'une régulation publique des problèmes publics et que l'intervention de tout ce qui pourrait ressembler à l'État, finalement, est une mauvaise idée. Et que, au contraire, l'intervention de l'État viendra distordre un nouvel ordre vertueux du marché, etc. Et ça, c'est une position politique éminemment discutable et éminemment discutée. Et je ne sais pas, dans les arènes qui traitent des ODD, si ce genre de discussion a sa place. Parce que, à côté, vous avez des acteurs, Marlène Banquet, qui est une sociologue de la finance, elle a fait un bouquin il n'y a pas longtemps sur ce qu'elle appelle la finance autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs financiers qui sont apparus depuis la fin des années 90, qui sont même plus dans le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'était quand même l'idée de dire, si on laisse faire ce qu'ils veulent aux gens, on finira par un truc qui ressemblera à l'intérêt général. Voilà, la main invisible, machin. Donc le rôle de l'État, c'est d'organiser le marché, puis à la fin, il va se passer quelque chose. Marlène Banquet, elle dit, il y a des acteurs de la finance aujourd'hui qui disent, non, en fait, l'intérêt général, on s'en fout. C'est des gens qui sont ancrés chez les libertariens et qui disent, la seule valeur qui vale, c'est la liberté de moi. Et qu'importe le prix, qu'importe le coût final. Ces acteurs-là, ils ne sont pas constitués autour de l'ODD, mais eux, c'est clair. Et on sait bien que, bah oui, il va falloir les castagner et il va falloir aller contre eux. Mais quand vous êtes face à un discours RSE, est-ce que la discussion sur les ODD, à un moment, permet de poser quand même des questions de fond sur
voilà, les entreprises, elles ont certainement plein de bonnes volontés, mais est-ce qu'on peut se fier à cette bonne volonté? Ou est-ce que cette discussion-là, elle est impossible dans une discussion, un tour de table autour des ODD? Je n'ai pas souvent d'entreprise dans mes tours de table. Mais pour les avoir fréquentés plus dans une vie antérieure, puis reconnaître quand même, je dirais. En fait, je pense qu'il y a des individus dans les entreprises qui sont sincèrement engagés et qui sont même très isolés dans leur boîte pour porter ces sujets, parce qu'ils vont à contresens finalement. Ils sont sur des stratégies business, mais responsables et ils vont parfois à contresens de l'ensemble de leur boîte qui était programmée pour faire rentrer de l'argent et eux, ils en dépensent. Donc, c'est pas toujours consensuel au sein même de l'entreprise. Quand elles discutent entre elles, c'est un peu un concours des meilleures pratiques et de la communication. Et j'avoue que j'ai assisté à des assemblées générales Global Compact, par exemple. Il n'y a pas de fond, quoi. Il n'y a pas de coup de fond. En fait, voilà, on n'a pas l'impression que ces choses-là sont réellement prises à. Enfin, il y a sûrement des gens très sincères dedans, mais on sent que c'est quand même beaucoup pour des enjeux de cohésion interne, disons des défis plus, pas tant de communication externe, même si c'est important quand même, mais c'est presque plus en interne que maintenant leurs collaborateurs leur demandent d'être irréprochables. Sinon, la sanction, c'est le désengagement. Et donc, du coup, c'est plus la pression d'un intérieur, en fait. Ouais, c'est la génération qui me précède là, qui n'aime pas du tout qu'on annonce des valeurs et que dans la pratique on s'en écarte. Et c'est valable pour nos assos d'ailleurs, hein, quand on dit gouvernance participative et qu'on ne le fait pas, bah, désengagement, c'est le même phénomène dans les entreprises. Pour être tout à fait honnête, est-ce que ça nous fait perdre du temps? Je ne sais même pas si c'est le sujet. Au final, le temps qu'on se les approprie, ça peut aller très très vite. Moi, je trouve qu'au contraire, les ODD, ça mérite d'être une matrice très simple et facile d'appropriation et un langage que justement les entreprises, les pouvoirs publics et d'autres parlent. Donc, on peut plus vite se comprendre et avec une bonne animation de médiation, ça peut fonctionner. Par contre, on ne peut pas adresser les 17 ODD à la fois. Hein. Il faut se carrier, c'est choisir ses combats, quoi. Est-ce qu'on a calculé l'empreinte des ODD? Je veux dire, vu le type d'objectif que ça compte, est-ce que y arriver, ça ne se trouve pas d'augmenter plutôt que de restreindre l'empreinte écologique des différents acteurs? Il y a un côté, si on y arrivait, oui, mais qu'est-ce que ça demande comme dépense pour y arriver? Je ne sais pas si ça a été quelque chose. Je l'ai entendu dire, de toute façon, c'est pas faisable. De même qu'en 87, au rapport de Brundtland, l'idée, finalement, pauvreté et environnement ont un même ennemi parce que la grande pauvreté est destructrice de l'environnement. Ce qui a été l'accord sur lequel Rio est construit. Oui, c'est oublié que se développer, c'est aussi destructeur de l'environnement. Donc, étant donné que les ODD ont deux objectifs, éradiquer la pauvreté et protéger l'environnement, le problème, c'est quel type de compatibilité. Pour revenir sur la question des entreprises, j'étais en rencontre de développement durable récemment à Lyon, à l'INSA. Il y avait un Fabrice Beaufinet, le patron de Bouygues, par un ange, tu vois. Bah, lui, il réclamait de l'État fort et de l'État qui prenne ses putains de responsabilités, quoi. Il disait, il veut pas une rupture de régulation. Il veut pas d'un marché qui se redistribue tout seul. Tout le monde le sait, ça fonctionne pas. Ça va être la loi du plus fort. Lui, on est État fort. Il dit,
vous êtes ceux qui avez les leviers fiscaux, les leviers législatifs, les leviers éducatifs, etc. Donc, on est challenge, comme il disait, et il veut un État fort. Et c'est le patron de la plateforme RSE, quoi. Donc, c'est pas un libertarien pour le coup. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question et une dernière réponse pour qu'on puisse finir cette plénière. Donc, la démocratie ne suggère-t-elle pas en elle la participation? N'est-ce pas un théorisme? Alors, non. C'est pas un théorisme. Non, en fait, en gros, l'idée, c'est c'est pour ça que j'ai passé un tout petit peu de temps à définir ce que j'entendais ici par démocratie. C'est-à-dire que la démocratie est un principe politique qui traverse les sociétés, c'est-à-dire une espèce de mouvement, qui n'a rien de spontané, hein, mais un mouvement d'intervention des gens dans la conduite des affaires publiques, vouloir se faire entendre, et à imaginer des formes d'autodétermination, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être très petit à l'échelle d'un village, hein, une usine, et ça peut être très grand à l'échelle d'un système social, et toutes les institutions de la démocratie représentative, quels que soient les pays où elles se soient développées, cherchent finalement à aboutir à ce que les politistes américains des années 50 appelaient l'optimum de participation. D'ailleurs, il faut de la participation suffisante pour légitimer le système, qui consiste à faire venir les gens de temps en temps pour choisir leurs élites, mais surtout pas trop, parce que sinon la société devient ingouvernable. Et ça, c'était la grande panique morale des élites politiques des années 60-70. Il y avait un rapport très célèbre qui avait été rendu à une organisation internationale qui s'appelait Trilatérale, sur les démocraties ingouvernables, le fait que la multiplication des mouvements sociaux et les revendications ouvrières, notamment à cette époque, menaçaient la stabilité des régimes. Et donc, c'est un modèle qui avait été notamment théorisé par Joseph Schumpeter à partir des années 30. Il disait finalement la démocratie, c'est un système où on demande aux gens de temps en temps de choisir leur chef. Voilà. Donc là, la place de la participation dans la démocratie, elle est minimale. C'est ce qu'on appelle les théories minimalistes ou réalistes de la démocratie. Et du coup, le thème de la démocratie participative ne peut être compris qu'à travers ça. C'est-à-dire que c'est aussi des militants, des théoriciens, des chercheurs, plein de gens qui, à partir des années 70, disent non, il faut remettre la participation active des gens au centre du fonctionnement du régime. Il ne faut pas en faire une variable qu'on mobilise de temps en temps. Il faut que l'objectif du régime, ce soit de susciter le plus de participation possible. Il ne faut pas de chercher à la contenir ou à l'éviter. Donc c'est dans ce sens-là que démocratie et participation n'ont absolument rien à pléonasme, puisque un des objectifs de la représentation politique est justement de limiter le plus possible ces formes de participation. J'espère que c'est clair. J'ai répondu à la question, parce que c'est des trucs que je fais en cours, mais là on n'a pas le temps. Donc, est-ce que c'est encore possible de mettre en place réellement une démocratie participative? Oui, avec les problématiques qu'on a au niveau de la Convention citoyenne, avec toutes les problématiques de prendre en compte ce que disent, ce qui se passe dans ces événements. Je vais vous donner un exemple très, très simple. C'est ça qui est embêtant avec ce genre d'expérience, c'est qu'elles sont vachement le vent en poupe et puis au moment elles se cassent la gueule, alors on se dit ah mince. Mais par exemple, à l'échelle municipale, je vais prendre l'échelle municipale pour ne pas me lancer dans des conjectures. Mais il y a des formes d'intégration dans les institutions, dans le fonctionnement des politiques municipales de ce qu'on appelle les communs, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et par exemple, une ville comme Naples a fait des expérimentations où ils écrivent en fait dans l'organisation générale des politiques locales de la ville de Naples le fait que les objectifs soient partagés entre les habitants et la mairie et qu'il y a beaucoup de choses en termes de protection de l'environnement et de gestion des ressources communes dans la ville qu'on laisse aux gens. Et qu'on appelle à des formes d'auto-organisation dans les quartiers, avec des assemblées de quartiers, avec des gens qui prennent en charge la gestion de l'environnement autour de chez eux, de la vie de leur quartier, et avec des formes intégrées de démocratie fortes. Et on a des expériences partout autour du ventre, et le problème c'est qu'on les redécouvre sans cesse. On revient toujours, mais en même temps elles sont là, et du coup
les alternatives réelles en termes d'autodétermination et de gouvernance démocratique, elles sont là. La question, c'est celle de leur montée en généralité et surtout, encore une fois, de leurs adversaires. De leurs adversaires. Mais je ne veux pas... Si, allez, je veux. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il y a des gens dont l'intérêt bien compris est de lutter contre ça. On n'est pas face à un monde où les choses ne se font pas parce qu'on a raté des discussions ensemble. On a des gens qui sont vent debout contre cette manière. Je vous donne un petit exemple dans l'actualité, mais qui en dit long. On vote des lois aujourd'hui, par exemple des lois sur le squat, parce qu'il y a, c'est les chiffres du gouvernement, 124 squats qui ont été remontés par les procédures de recours en France. Et sur la base de 124 squats identifiés, on fait voter une loi pour durcir les conditions et qui vont affecter des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Donc il y a des gens, des catégories de la population qui ont des intérêts bien compris et qui sont enquistés dans le système et qui n'ont aucune vie. Alors là, il n'y a pas besoin de faire des manifs. Hein. Vous voyez ? Donc il y a des élans naturels à protéger la propriété privée, à refuser la logique de gestion commune des ressources et à défendre le système tel qu'il est. Et ça, il faut l'aborder de manière lucide, sans forcément chercher des complots partout, mais en admettant quand même que le sens de la législation et le sens des politiques publiques va dans un certain mouvement, on va dire. Et donc ça, établir des conseils, ça ne me semble pas démesuré. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci donc à Catherine Larère, merci à Guillaume et merci à Charlotte Debrel voilà, pour cette exercice très bien. Et voilà, on va vraiment on va enchaîner hein, sur les ateliers qui vont justement permettre de trouver voilà, des leviers à tout ça, à tout ce qui a été dit, à ces inégalités, à ces limites, voilà, toutes ces choses-là.